Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, mise en place d'une commission chargée de réformer l'armée au Burkina Faso. Objectif affiché, dépolitiser l'appareil militaire. Le dialogue national continue de faire débat en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'Union pour les nations congolaises. Et puis la situation sécuritaire de la Somalie est source d'inspiration pour l'écrivain Nouroudine Farah depuis 1976. Son dernier roman, Hiding in a Plain Sight, n'échappe pas à la règle. Gros plan dans ce journal. Au Burkina Faso, la commission de la réforme des armées a pris fonction le 8 décembre 2015. Elle a pour mission de proposer une série de réformes au cœur des grands changements annoncés. L'interdiction définitive de l'implication du militaire dans la politique. Explication avec Idelette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, la commission de la réforme des armées a été mise en place par le président de la transition, Michel Kafando, le 8 décembre 2015. Elle est composée de 20 membres, tous militaires. Sa mission, faire des propositions sur la réforme des forces armées nationales en juin 2016. L'idée, c'est de réformer, restructurer cette armée pour qu'elle soit de plus en plus républicaine, qu'elle se concentre principalement au rôle régalien qui est assigné aux armées nationales, c'est-à-dire la protection de l'intégrité territoriale, la défense de la nation, la protection des populations et non pas la protection d'un régime ou d'un président. L'objectif principal de cette commission est d'interdire l'implication de l'armée dans les affaires politiques. Ceci va permettre, selon certains observateurs, de ramener la sérénité au sein de l'armée nationale burkinabé dont la cohésion a été durement éprouvée lors des mutineries de 2011 et du coup d'État déjoué de septembre 2015. Pour ma part, la mise en place d'une commission pour réfléchir sur la réforme de l'armée n'est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, la date qui a été décidée de mettre en place cette commission nous pose un problème par rapport à l'agenda politique actuel. On sait très bien que l'on est dans une situation de transition. Il faut être prudent. Il faut que l'actuel président prenne effectivement le pouvoir et qu'il forme le gouvernement, qu'il apprécie à juste titre la situation qui se présente. Il aura le plein pouvoir de procéder à la réconciliation nationale. Il aura le plein pouvoir de procéder à la réconciliation au sein de l'institution militaire. L'installation de la commission de la réforme des armées intervient 2 mois après la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Les membres de la commission, durant 6 mois, vont pouvoir faire des propositions réalistes afin de lever les obstacles à la construction d'une armée républicaine au Burkina Faso. En République démocratique du Congo, le M23 veut prendre part aux jeux politiques. L'ex-rébellion se dit prête à participer au dialogue national inclusif convoqué par le président Joseph Kabila en tant que parti d'opposition. On fait le point tout de suite avec Lisa Elsi à Kizimana. Le M23 s'apprête à participer au dialogue national convoqué par le président de la République démocratique du Congo. C'est elle, de l'ancien mouvement rebelle du 23 mars dirigé par Jean-Marie Runiga, approuve la tenue du dialogue national et envisage d'y prendre part en tant que parti politique. Nous soutenons la tenue du dialogue national inclusif. Notre mouvement a déjà été transformé en parti politique, conformément aux déclarations de Nairobi, qui demandent au M23 de se constituer en parti politique. Jean-Marie Runiga a dirigé le M23 mais a été remplacé à la tête du mouvement en 2013 par Bertrand Bisimwa. C'est ce dernier qui a donc participé aux négociations de Nairobi le 12 décembre 2013 qui ont abouti à un accord cadre. Pour certains observateurs, la participation de Jean-Marie Runiga au dialogue national en tant que leader du nouveau mouvement constitue une problématique. Si nous considérons les accords de Nairobi, l'interlocuteur, c'est Bisimwa et non pas Runiga. Si les Runiga veulent créer un parti politique, c'est au même titre que n'importe lequel des Congolais, et de ce point de vue-là, ils n'ont pas à revendiquer à nos yeux, du point de vue de la légalité et des implications diplomatiques, de se réclamer de dispositions qu'ils n'ont pas signées, dont ils ne sont pas signataires, parce qu'ils étaient en rupture de banc avec les autres. Ça, c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté est de la suivante. M. Runiga a des sanctions qui pèsent sur lui, consécutivement à ce qui s'est passé sur le terrain, et à l'heure où nous parlons, il y a même un mandat international émis contre M. Runiga.
ça ajoute à la difficulté, il n'est pas amnistiable. S'il met ses pieds en RDC, la première conséquence, c'est qu'on va mettre la main dessus. Le nouveau parti de Jean-Marie Runiga est en cours d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur congolais. Pour l'heure, les membres de cette formation travaillent sur les propositions qu'ils vont dévoiler lors du dialogue national inclusif voulu par le président Joseph Kabila. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'Union pour les Nations congolaises, parti d'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Monsieur Ewanga, tout d'abord, dites-nous comment avez-vous accueilli la volonté du M23 de prendre part au dialogue national? Non, mais c'est une grosse... D'abord, nous ne croyons pas à ce dialogue. Il est sans objet. Nous nous préparons pour l'alternance politique. Monsieur Kabila n'a pas droit à un troisième mandat. Il termine son dernier mandat et il doit partir et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un dialogue, madame. C'est comme si M. Obama demande aux Américains organisons le dialogue, mais c'est son dernier mandat. En ce qui concerne M. Runiga, mais il a le sang dans les mains. Il a le sang dans les mains et il veut profiter du dialogue pour un blanchissement. Il veut se blanchir et chercher à torpiller. Vous savez, le dialogue, justement, c'est pour contourner les institutions républicaines. Et je vous dis que notre constitution actuelle a été obtenue au prix de 1000 sacrifices. Des sangs coulés, il y a eu 8 millions de morts au Congo. Le Congo était réparti à 3 États, État MRC, RCD et État-gouvernement. Et aujourd'hui, revenir dans le pillage, les viols des femmes, des enfants soldats, nous ne sommes pas prêts à accompagner cela. Officiellement, Monsieur Ewanga, ce dialogue national est censé traiter de la question des prochaines échéances électorales, du financement notamment des élections. Vous dotez de la bonne foi du pouvoir en place? Non, mais le problème du financement, c'est un problème du gouvernement. Si le gouvernement démontre son incapacité, ça, ce n'est pas notre problème. Et le problème de l'organisation des élections, c'est la CENI. Les institutions républicaines chargées s'en occupent. Vous voulez faire venir des chefs coutumiers pour applaudir et célébrer un nouveau chef? Non, nous ne sommes pas disposés. Nous devons respecter la Constitution parce que c'est ça le pacte républicain. La cohésion nationale, c'est ça. Et nous ne sommes pas prêts à soutenir toute démarche contraire. Alors pour le moment, vous êtes strictement opposé au dialogue national, nous l'avons compris. Mais est-ce que vous pourriez changer d'avis si une médiation internationale était assurée? Mais la médiation internationale vient pour nous pousser à violer notre constitution? Je crois qu'elle ne viendra même pas pour ça. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, comprend la souffrance de notre peuple. Et nous n'avons que cet instrument, la Constitution. Nous disons au président de la République qu'il y a une vie après la présidence. Regarde l'exemple de Boni Aï, le président Boni Aï. Et ailleurs, il y a les anciens présidents. Je crois qu'il doit se préparer pour sortir. Parce que le cas contraire, c'est qu'il veut faire un forcing. Et le forcing, le peuple aura son dernier mot. C'est lui qui a les armes. Mais à force d'utiliser les armes, ça ouvre la voie de la CPI et nous ne voulons pas voir notre ancien président être malmené comme ça. Je crois qu'il va comprendre. Il va comprendre, il est quand même suffisamment grand. Merci, Monsieur Jean-Bertrand Ewanga, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union pour les Nations congolaises. Merci, madame, pour l'accueil et surtout pour le professionnalisme de l'Afrique 24 qui fait le prestige et l'honneur de l'Afrique. Merci infiniment. Merci. Dans le reste de l'actualité, plus que quelques heures avant la fin de la conférence de Paris sur le climat, une conférence censée déboucher sur un pacte universel contre le réchauffement climatique et qui sera présentée ce vendredi 11 décembre. Mais pour l'heure, quelques divergences subsistent, notamment en ce qui concerne la répartition des efforts entre les pays du Nord et les pays du Sud. Hiding in a Plain Sight, c'est le titre du dernier roman de Noureddine Farah. Dans cet ouvrage, l'écrivain somalien traite des effets dévastateurs des conflits politiques dans son pays natal. Gros plan avec Idelette Mirabel Bissot. Romancier, Noureddine Farah parle des effets dévastateurs des conflits dans son pays natal, la Somalie. Mogadiscio, la capitale, fait face à de fréquentes attaques du groupe islamiste Al-Shabaab. À travers ses œuvres, l'auteur rappelle la convoitise dont était l'objet sa ville natale, ceci grâce à sa particularité architecturale et à la douceur de son climat. Cette histoire est même la source d'inspiration de son dernier roman, Hiding in Plain Sight.
Ce roman représente le passé séculaire de Mogadiscio lorsqu'elle était une des plus grandes villes cosmopolites en Afrique dans laquelle on pouvait vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les Chebab? Ils ont changé les habitudes des gens en installant le désarroi dans le pays. Nouroudine Farah fait partie des écrivains les plus connus et les plus prolifiques du continent. Il a vécu en exil pendant les 18 dernières années. Comme la plupart de ses romans, Hiding in Plain Sight met en scène des personnages somaliens. Ce livre révèle qu'une grande partie de la splendeur de Mogadiscio a disparu à cause de 2 décennies de conflits armés. Avant la guerre civile en Somalie, les hommes étaient choyés. Les femmes étaient plus fortes parce qu'elles étaient allées à l'école. Elles étaient instruites et étaient plus intelligentes que la majorité des hommes. C'est ce qui leur donne encore le courage de supporter les difficultés. À cause des attaques sporadiques d'Al-Shabaab, des millions de Somaliens ont été obligés de se réfugier dans les pays voisins. Après des années de combat, le pays a un gouvernement relativement stable. Mais l'émergence du groupe radical Al-Shabaab continue de menacer la paix et la sécurité nationale. Le 10 décembre de chaque année est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, elle est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire des 2 pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Une campagne baptisée « Nos droits, nos libertés, toujours », centrée sur le thème des droits et libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. C'est un fait historique pour la Tunisie. Le prix Nobel de la paix a été remis ce jeudi à Oslo à un quartet d'organisations tunisiennes primées pour leur rôle crucial dans la transition démocratique. La cérémonie s'est tenue dans la capitale norvégienne en présence du roi Harald de Norvège. Le quartet avait contribué à sauver la démocratie tunisienne en 2013 en organisant un long et difficile dialogue national. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.